Welcome. Bonjour et bonsoir à tous. Alors, on attend pour que les participants se joignent à la session. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Alors, je vais juste attendre un petit peu plus pour voir si d'autres participants se connectent à cette session. Alors, je crois que peu à peu, on voit que les gens se joignent. Alors, je vais prendre cette opportunité pour commencer cette session et de vous me présenter et de présenter le réseau de Canadiens sur la psoriasis et pour vous présenter à nos invités distingués ce soir. Alors, je m'appelle Atania Scali, je suis la directrice exécutive du réseau canadien, la psoriasis. Alors, je vais juste vous partager un petit peu sur notre organisation. On est au OBNL qui est dédié à sensibiliser et accroître les gens sur la maladie, ils accroissent et ils rehausser la qualité de vie des gens atteints de la psoriasis. Alors, on fait ça à travers la sensibilisation, l'éducation. Alors, par exemple, ce genre de webinaire qu'on vous offre ce soir. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir ce soir et d'approfondir sur le sujet. Alors, de parler justement sur cette maladie. Alors, quelques points administratifs. Alors, ça se peut que le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre site web pendant une période en français et en anglais. Alors, si vous voulez le réécouter, on vous invite à le faire. Tous les participants vont être avec leur microphone désactivé pour assurer une bonne qualité d'enregistrement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans la boîte de clavardage et on va être ravis de pouvoir vous répondre à la fin des présentations ce soir. Alors, notre problème de docteur invité, parce que on va répondre à ces questions plus tard parce qu'elle ne sera pas disponible pendant la période des questions et réponses et on va les partager avec elle un peu plus tard. Alors, tous les webinaires et toutes les recherches, toutes les ressources, les informations pour des informations génériques. Alors, c'est juste quelque chose de générique. On ne va pas aborder des questions en matière ou plus spécifiques comme des maladies individuelles. Alors, l'information partagée de la part de nos présentateurs ce soir, c'est basé sur des perspectives et expertises personnelles et cliniques. Et ce webinaire est possible grâce à la commandite de ABV. Alors, on aimerait remercier nos commanditaires pour s'assurer ou de rendre possible cet événement et de pouvoir vous offrir ce webinaire. Alors, juste un petit peu plus sur ce webinaire avant qu'on cède la parole à nos aux intervenants. Alors, c'est vraiment, ça mène à la fin du mois sur la sensibilisation de la psoriasis. Alors, ce serait vraiment une belle opportunité pour souligner la maladie qui a une incidence justement sur la communauté et vraiment et ça a une incidence sur les 30% des personnes qui sont atteintes de la psoriasis. Alors, c'est un sujet super important. Alors, on met de nouveau, vous allez voir sur cette diapo, vous allez voir toutes ces ressources qui sont disponibles à votre disposition pour vraiment souligner les rapports qu'on vient juste de publier cette semaine qui s'appelle Enterrez-tout, Bury It All. Alors, il regarde justement la santé en matière de reproduction sexuelle pour les femmes atteintes de la psoriasis. Alors, vraiment regarder le cycle entier des femmes. Alors, je voulais juste vous souligner ce fait-là. Alors, je vous invite à visiter notre site web. Alors, il y a beaucoup d'informations supplémentaires qui vont pouvoir appuyer l'information qui sera partagée ce soir. Alors, vous avez accès aussi aux autres webinaires sur ce site web. Avant de céder la parole aux intervenants ce soir, j'ai partagé un petit peu plus sur notre organisation. J'aimerais savoir qui se trouve parmi nos publics. Alors, on va avoir plusieurs sondages juste pour comprendre davantage qui vous êtes. Alors, on vous invite à compléter ce sondage si vous voulez seulement. Alors, est-ce que vous connaissez cette maladie? Est-ce que c'est quelque chose qui vous est familier ou pas? Alors, on va juste donner ça une seconde. Attends. Le sondage est maintenant disponible.
fantastique. Alors, merci beaucoup. Alors, on voit qu'on peut voir le résultat ici sur l'écran. Alors, on a quelques connaissances. On connaît un petit peu. Alors, ça veut dire qu'on va prendre davantage ce soir. Je crois qu'il va y avoir des informations pour tout le monde ce soir. Et pour la prochaine question du sondage, est-ce que vous voyez ces spécialistes? Parce qu'on voit qu'on a différentes perspectives de rhumatologues et entre autres. Alors, on aimerait juste savoir votre expérience avec les spécialistes. Génial. Alors, on voit que qu'il y a de l'expérience au sein des participants ce soir. Alors, encore, je crois que ça va être très intéressant pour le public d'attendre de la part de nos experts ce soir. Ça dépend avec qui vous travaillez déjà, mais vous allez pouvoir obtenir des informations supplémentaires. Alors, merci beaucoup de partager ces informations parce que c'est important pour nos intervenants ce soir de comprendre qui vous êtes. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos présentateurs ce soir. Ils apportent une belle expérience et on a hâte d'entendre de leur part. Alors, on va commencer avec la Dr. Rileta Alouali, qui est une experte en dermatologie qui va pouvoir mettre la table en matière de psoriasis et tout le rôle du dermatologue dans cette maladie, de comment appuyer les patients qui sont atteints de cette maladie. Et ça se peut qu'ils ont des conditions associées. Alors, on va vous offrir un petit peu de bio sur la docteure Aulawa. Alors, la docteure Aulawa a terminé ses études universitaires au Winnipeg. Elle est diplômée en finance, entre autres. Elle a fait des études par la suite à l'Université de Toronto, où elle a terminé sa résidence en 2013. Elle était chef du département dans cette dernière année. Elle a participé à plusieurs rencontres internationales. Elle a reçu plusieurs prix. Alors, la Dr. Loya, elle est militante en matière de santé mentale, santé physique. Alors, elle veut vraiment défendre les intérêts des patients. Alors, pour elle, c'est très important ce genre d'événements pour accroître l'éducation, la sensibilisation auprès du public. Alors, merci beaucoup d'être ici ce soir. Alors, maintenant, je vais vous céder la parole. Alors, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir. La psoriasis, c'est une des thématiques que j'aime aborder et traiter parce qu'on est capable justement d'avoir des beaux résultats pour les patients qui sont atteints de cette maladie. Alors, présentement, on a une clinique de psoriasis, alors on est capable de voir les patients de manière régulière. Alors, si vous êtes en train de chercher un dermatologue, on serait ravis de pouvoir vous aider. Prochaine diapo. Alors, je travaille avec plusieurs entreprises. Prochaine diapo. Alors, mon bureau c'est le Centre canadien de dermatologie, mais je travaille aussi dans l'université à Toronto. Et on a des cliniques spécialisées. Alors, comme j'ai mentionné aussi dans la psoriasis, c'est comment ça a une incidence sur l'inflammation. Et là, voici, ça c'est la photo du centre. Ça fait déjà 2 ans qu'on l'est ouvert. Alors, voici un survol des objectifs de la rencontre ce soir et vraiment l'aperçu de la maladie, les causes, comment être capable d'effectuer un diagnostic, les différentes options de traitement et aussi vraiment toutes les affections associées au dépistage de la maladie. Alors, j'aimerais vous parler davantage un petit peu de mon processus
de compréhension lorsque je rencontre des patients atteints de la maladie et vous partagez mes connaissances, comment vous êtes capable d'identifier les différents signes et symptômes et de recevoir les traitements pertinents. Dans la prochaine diapo, alors parlons donc de la psoriasis. Alors, comme Antonella a mentionné, alors on dit que la prévalence est estimée à 2,5 %. C'est à l'incidence sur les femmes, sur les hommes. Et justement, qu'on voit que c'est en train d'accroître. Ça peut à cause de la croissance de la population. Ça se peut qu'on est en train d'identifier la psoriasis ou les gens sont en train d'identifier la psoriasis. Alors ça, c'est une condition assez prévalente. Alors, voici quelques les différentes caractéristiques de la maladie. Alors, c'est quelque chose de chronique. Alors, des fois, c'est à long terme, c'est récurrent. Et c'est vraiment causé par l'inflammation inflammatoire ou systématique. Alors, vous pouvez voir ici la psoriasis et aussi, par la suite, le bras de contrôle, à voir qu'on avait l'inflammation dans le patient qui est atteint de la maladie, alors dans le foie, la vasculateur, les articulations. Alors, c'est pas juste une question de la peau. Il y a beaucoup de comorbidités. Alors, qu'est-ce qui est très important de souligner, c'est quelque chose qui n'est pas contagieux. Ça ne peut pas être transmis d'une personne à une autre. Alors, même si c'est quelque chose qui est clair aux patients atteints de la maladie, aux docteurs, c'est quelque chose que les membres de la famille et d'autres sont préoccupés. Alors, c'est important de souligner le fait que ce n'est pas contagieux. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a différents types de psoriasis. Alors, par exemple, on peut regarder sur l'écran. La plus typique, c'est celle-là de la psoriasis en plaques. Alors aussi, qu'on voit la psoriasis en goutte, ça c'est quelque chose qu'on voit dans les jeunes. Et par la suite, ça la psoriasis érythrodermique, ça veut dire que votre corps est complètement couvert de la maladie. Et par la suite, la psoriasis inversée, c'est différent et c'est mal diagnostiqué. Puis la plupart du temps, les plaques sont lisses et sont pas dans les coups et dans les genoux. Et la dernière, c'est vraiment qu'on peut la maladie de postuler, c'est sur plus pour les talons, entre autres. Alors, si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, voici la psoriasis en plaques. C'est des belles photos ici. Ça, c'est la forme la plus fréquente. Alors, c'est 90% des patients. Les lésions sont souvent bilatérales et les personnes atteintes de la maladie vont parler de démangeaisons, entre autres. Est-ce qu'on voit ici, c'est quelque chose de courant, ces patients ça peut être des lésions qui vont de pas très sévères à très sévères. La prochaine diapo. Et la raison pour laquelle ces genres de plaques épaisses, c'est parce que les cellules de la peau se remplacent généralement tous les 28 jours. Mais dans le cas de cette maladie, les cellules se remplacent tous les 3-5 jours. Alors, c'est assez rapide. Alors, dans ça s'inclut justement ce tournement, ça mène à des cailles sur la peau. Alors, il y a 3 types de caractéristiques qui jouent un rôle dans le développement de cette maladie. Alors, on peut voir, par exemple, 30% des patients qui sont atteints de cette maladie normalement c'est quelque chose qui est assez génétique. Alors, environ 30% des patients qui souffrent de psoriasis ont un parent au premier degré atteint de la maladie. Alors, il y a différentes parties du système immunitaire qui jouent un rôle dans la maladie. On vient de commencer à comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Et ça veut dire qu'il y a des thérapies ciblées pour pouvoir ces éléments qui jouent un rôle dans l'inflammation. Alors, on est capable de réduire l'inflammation. Et par la suite, il y a aussi des facteurs environnementaux. Alors, toute lésion cutanée mène
à des maladies de la peau. Il y a différentes saisons, par exemple, qui peuvent avoir une incidence sur la personne. Stress, médicaments, tabagisme, alcool. Tout cela joue un rôle, justement, d'accroître l'inflammation des articulations. Alors, d'avoir un mode de vie sain, ça, c'est quelque chose que j'aborde toujours avec mes patients. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, parlons donc, par exemple, le diagnostic et la sévérité. Alors, le diagnostic de la maladie, c'est pas quelque chose de difficile dans 99% des cas pour un dermatologue parce que c'est quelque chose que c'est vraiment un diagnostic clinique qui est conçu ou établi selon les caractéristiques qu'on vient de mentionner. Mais lorsqu'on est en train de faire l'évaluation, c'est vraiment de voir comment cette maladie a une incidence sur la qualité de vie des patients atteints de ces maladies. Il y en a que, par exemple, qui sont atteints d'une maladie qui n'est pas trop sévère, mais ça a une incidence sur leur qualité de vie. Alors, ceux-là qui devraient avoir un fardeau socio-économique plus élevé, ça n'a pas d'incidence. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour moi, justement, de discuter avec les patients de leur cas particulier. Et par la suite, on fait aussi des mesures objectives, par exemple, la surface du corps, l'activité de la maladie, le résultat passé, la qualité. Alors, on regarde justement le degré de rougeur, l'épaisseur de la plaque, le degré d'esquimation. Et aussi, par exemple, c'est important de faire cette évaluation de la qualité de vie dans ma pratique pour comprendre justement, comprendre l'impact sur la qualité de vie des patients. Alors, on a fait beaucoup de progrès dans le traitement de la maladie. Puis il y a différentes choses qui peuvent avoir une incidence. Le type de la maladie, est-ce que c'est chronique? Ou quel type de maladie ou d'intervalle? Quelle est l'étendue de la maladie? Quels sont est-ce que ce sont des projets en matière de grossesse? Est-ce qu'ils ont d'autres maladies? Et qu'est-ce que je trouve difficile en tant que dermatologue à avoir, c'est par exemple l'accès au traitement. Quel type de régime ils ont accès. Alors aussi, les gens ont différents niveaux de confort. Alors juste éduquer mes patients, comme ça ils sont équipés pour prendre la meilleure décision pour eux. Alors, prochaine diapo. Alors, voici quelques questions que je recommande aux patients, aux gens à poser. Alors, quel type de maladie? Alors, où est-ce que je peux avoir accès à des informations? Quels sont les traitements disponibles? Parce que des fois, les gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas visité un dermatologue, alors ils ne sont pas au courant des différents traitements qui sont disponibles, que ce soit en pilule, entre autres, et aussi de regarder les différents types de traitements qui existent. Alors, les agents systémiques, même si les gens sont en train de vivre ou atteindre les pires cas de la maladie, se trouvent dans cette catégorie. Puis c'est aussi important de parler des effets secondaires et les bénéfices ou les avantages des traitements et le temps que ça va prendre pour que ça fonctionne et s'ils sont capables de voir des résultats à long terme. Alors ça, c'est quelque chose d'important et ça, c'est des questions à poser et des sujets à aborder avec vos médecins. Alors, il y a 3 types de thérapie. Alors, on a les traitements externes, les agents topiques, la photothérapie, les agents systémiques. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, des traitements topiques, alors c'est important justement parce que ce sont les plus typiques. Alors, on utilise les stéroïdes, il y a des analogues, des combinaisons de rétinoïdes. Alors, comme vous pouvez voir, il y a différentes options qui existent en matière de traitement topique. Prochaine diapo. Et après, par exemple, les agents systémiques, il y a différentes options qui existent sur le marché. Des pilules, des injections, des infusions. Et lorsque quelqu'un a une maladie sévère ou on est préoccupé pour les comorbidités et le rhumatisme, entre autres, ça, c'est vraiment l'approche qu'on va entamer parce que le traitement qu'on offre présentement,
ici que vous pouvez voir sur l'écran. Il y a le dernier de la Primalas. C'est quelque chose qui c'est un traitement oral qui peut être appliqué sur les patients et qui est très populaire à cause de son profil de sécurité. Prochaine diapo. Il y a aussi la photothérapie. Ça, c'est quelque chose qui peut faire partie des traitements systémiques parce que justement, c'est capable d'avoir un effet anti-inflammatoire pour pouvoir limiter les piquants et ça peut justement ralentir la croissance des cellules de la peau. Si on passe à la prochaine diapo, et on a la thérapie biologique. Alors, on a le plus grand nombre de thérapies biologiques sur le marché présentement. On a toutes les IL-17, 27 et ces genres d'injections ont vraiment révolutionné les temps de traitement qu'on offre aux patients atteints de cette maladie. Et ça, c'est vraiment de libérer les patients de cette maladie et ça a vraiment une bonne incidence sur la qualité de vie de ces patients. Alors, lorsque je rencontre un patient qui considère ces différentes options et, par exemple, ils ont un rhumatisme psoriatique, alors on va avoir un agent qui est disponible pour ça. Alors, j'ai eu des cas intéressants que, par exemple, c'est des patients qui ont la maladie, par la suite, ils ont des agents biologiques et, par exemple, ils commencent à se plaindre de problèmes d'inflammation. Alors, la biologique, justement, est en train de masquer la présentation est en train de révéler les symptômes liés à la maladie. Alors, c'est vraiment important d'être informé, éduqué de votre maladie, qu'est-ce qui est disponible sur le marché et trouver un médecin qui pour vous est facile de communiquer, qui est à jour des différents traitements de la maladie. La psoriasis, c'est vraiment l'important des attentes qui est réaliste. Alors ça, c'est une condition que vous allez vivre avec pour toute votre vie. Mais la plupart des patients aujourd'hui ils vont avoir des injections 4 fois par an, ils oublient qu'ils ont la maladie. Et c'est toujours important de se rappeler qu'il ne faut pas s'assumer qu'il n'y a rien d'autre que vous pouvez faire. Et ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre avec. Parce qu'il y a différentes options qui existent. Alors, c'est juste de trouver l'option qui est la bonne pour vous. Prochaine diapo. Alors, parlons donc, par exemple, des conditions associées. Alors, comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, un des points clés ou les points à retenir, c'est pas juste une question, c'est une maladie ou un trouble de la peau et toutes les conditions listées que vous pouvez voir sur la diapo sont toutes en lien avec les comorbidités. Et la comorbidité c'est la rhumatisme qui est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Prochaine diapo. Alors, comme Antonella a mentionné, on voit par exemple que cette maladie se développe au sein des patients qui sont atteints de psoriasis, puis c'est à 30%. Alors, justement, et surtout, ça peut avoir une incidence sur les gens. Alors, c'est très important de l'identifier de manière précoce la maladie. En tant que dermatologue, c'est vraiment un privilège de pouvoir aider les patients et vos médecins de famille peuvent vous aider aussi parce qu'une fois que c'est identifié de manière précoce, on peut éviter beaucoup de dommages. Prochaine diapo. Alors, on peut voir que c'est une prévalence similaire chez les hommes et les femmes. La majorité des patients présentent des symptômes cutanés avant les symptômes. Alors, justement, 75%, 84% vont présenter des symptômes et l'arthrite précède les symptômes cutanés chez les patients à 18%, mais les symptômes peuvent apparaître entre les 30 et 50 ans. Mais justement, qu'on peut voir, les patients vont avoir les symptômes cutanés avant la psoriasis. Prochaine diapo. Alors, il y a différents types de arthrite psoriatique. Alors, il y a aussi les maladies des ongles. Ça, c'est quelque chose de très typique
chez les patients atteints de la maladie axiale, la entécite, qui est l'inflammation lorsque les tendons et ligaments s'attachent à l'os, et aussi la dactylite. Alors, je vous voyez les doigts saucisses, les doigts enflés. Alors, ça, c'est des maladies que j'étudie lorsque je suis en train d'examiner un patient. Alors, voici que c'est pour ça que c'est important d'identifier cette maladie. Alors, justement, près de 52% des patients atteints de psoriasis présentent des douleurs articulaires sans que le diagnostic de la maladie ait été posé. Alors, c'est toujours important de prendre une approche pratique avec votre dermatologue. Alors, si vous êtes en train d'avoir des douleurs articulaire, en parlez-y. Alors, par exemple, je suis en train d'examiner mes patients. Je cherche à identifier s'ils ont des doigts saucisses ou, par exemple, les ongles, leur bas du doigt. Je parle des articulations enflées. Et ça, c'est toutes les affaires pratiques que j'examine pour identifier ces genres de symptômes. Et si vous voyez, ou si vous identifiez ces symptômes, c'est important que vous en parlez davantage avec votre médecin. Alors, parlons un petit peu plus de la classification. Alors, de jour à jour, je ne fais pas ça exactement dans ma pratique, mais ça, c'est quelque chose que je garde en tête lorsque je suis en train de mener des entretiens avec mes patients. Alors, par exemple, si on utilise les critères de Caspar, je pense que l'autre intervenant ce soir en parla. Alors, c'est de regarder regarder ces différentes caractéristiques. Alors, ils vont avoir des points. Alors, par exemple, c'est une psoriasis actuelle. Est-ce qu'il y a un historique de la maladie de la famille? Est-ce qu'il y a un facteur rhumatoïde négatif aussi? Et ils ont la dactylitis. Et aussi, il y a des preuves radiologiques de nouvelles formations des os. Prochaine diapo. Alors, voici un autre outil de dépistage. Alors, même si je ne emploie pas cela, ça, c'est des questions que je garde en tête, que je sais que je dois poser s'il y a des patients qui se présentent dans mon bureau avec ces symptômes. Alors, par exemple, est-ce que vous avez déjà eu des articulations enflées? Est-ce que votre médecin vous a déjà dit que vous souffrez de l'arthrite? Vos ongles de doigts, vos orteils ont-ils des trous, des piqûres? Avez-vous déjà eu des douleurs de talons? Avez-vous déjà eu un doigt ou un orteil complètement enflé, douloureux, sans raison apparente? Alors, ça, c'est un bon outil ou des bons outils de dépistage, pardon. Et, par exemple, d'autres outils de dépistage supplémentaires que j'utilise. Je n'utilise pas toujours, mais c'est important d'être au courant qu'ils existent. Alors, par exemple, on a le traitement Tolas. Alors, on va avoir des photos, des lésions. Puis, c'est un outil qui est utilisé pour dépister pour cette maladie. Prochaine diapo. Et ça nous amène à la fin de ma présentation. Alors, s'il y a des questions supplémentaires pour moi, je vous invite à m'envoyer un courriel ou envoyer un courriel à Antonella et elle me posera ces questions. Alors, si vous cherchez un dermatologue, on a un beau groupe ici à ce centre. Alors, on aime traiter cette maladie. On serait ravis de pouvoir vous accueillir. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Vous avez pris un sujet très large et de pouvoir le synthétiser pour notre public ce soir. C'est grandement apprécié. Alors, comme j'ai mentionné, le docteur Aouloualia, même s'il n'est pas capable de demeurer en ligne pour la carrière de questions et réponses, mais si vous avez des questions pour elle, on serait ravis de lui envoyer les questions et de par la suite vous offrir ces réponses, que ce soit par courriel. Alors, on vous remercie pour votre temps ce soir. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors maintenant, c'est vraiment un plaisir de céder la parole à la prochaine intervenante. C'est une chercheuse distinguée. C'est un plaisir de pouvoir l'accueillir ce soir. Et avant de vous présenter, j'aimerais juste m'assurer, docteur, que vous êtes capable de faire le partage d'écran. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, je ferai le partage d'écran. Mais
Juste, je sais que plusieurs sur la pile, si vous vivez avec cette maladie, vous avez fait vos recherches, mais maintenant, je vais vous offrir un petit peu de contexte pour vous présenter à notre public ce soir. Alors, la Dr. Daphne Gladmis est professeure de médecine à l'Université de Toronto, au Canada. Elle est dermatologue principale. Elle travaille aussi, elle est directeur de le programme arthrite sciatique. Elle travaille aussi pour plusieurs différentes centres au Canada. Alors, elle a aidé justement pour mettre en place un groupe de recherche pour évaluer cette maladie. Et c'était la première présidente de 2016 et 2009. En 2017, elle a mis en place le groupe de recherche pour cette maladie. Elle est aussi le scientifique principal, aussi trésorière pour le consortium de programmes dans la maladie pour pouvoir atteindre des résultats et des solutions pour les Canadiens et Canadiennes atteints de la maladie. Elle mène sa recherche clinique sur la maladie. Elle a écrit 185 publications, 180 chapitres et plusieurs publications de livres. Elle a aussi été éditeur de plusieurs documents. Elle fait les membres de l'Ordre des médecins ici. Elle a reçu plusieurs prix. Elle aussi a reçu le prix de chercheuse distinguée. Elle a plusieurs distinctions, comme vous pouvez voir, et comme j'aimerais juste dire que c'est vraiment un plaisir de de prendre le temps ce soir. Alors, merci. Alors, j'aimerais juste m'assurer si vous êtes capable de faire le partage d'écran. Sinon, je vais le faire pour vous. Génial, je ne vois pas que ça ne fonctionne pas. Alors, malheureusement, je ne suis pas capable de voir le partage d'écran. Alors, vous allez faire le partage d'écran. One second. Okay. All right, I'm going to close my... Alors, je vais fermer mon écran. Et est-ce que vous êtes capable de voir mon écran? Fantastique. Alors voici juste un survol du sujet. On passe à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, les objectifs de ce soir, c'est vraiment de regarder, faire un examen des concepts de la maladie. On va regarder les signes, les symptômes, les causes, l'incidence de la maladie sur l'individu, sur la membre et la société, les traitements et les moyens, les soutiens qui sont en place pour vous offrir une bonne qualité de vie pour les patients atteints de cette maladie. Alors, on voit que cette définition, c'est vraiment on voit ici qu'on a sur l'arthrite psoriasique est une maladie qui est présente dans la société et on peut voir, comme sur le diapo ici, les lésions. Alors, voici quelques lésions. Alors, parlons donc, par exemple, des articulations. Alors, par ici, à gauche, vous pouvez voir, il y a deux os, malheureusement. Je ne peux pas utiliser mon pointeur, mais vous êtes capable de voir les os que vous voyez voir que le cartilage qui se trouve en dessous de l'os, c'est la ligne noire. Ça, c'est le tissu spécial autour de l'articulation. Par la suite, on a le muscle qui se trouve ici. Et le muscle est attaché au muscle par un ligament. Alors, si on va à l'articulation enflammée, vous pouvez voir que le liquide, le tissu qui est attaché à l'articulation est complètement
en fait, et ça commence à pousser. Et lorsque ça commence à pousser, ça peut pénétrer l'os et ça va causer une érosion. Ça va comprendre une morsure de l'os. Mais l'insertion de ligaments dans l'os peut être enflammée. Et ça a un nom, c'est emphasis. Et on peut avoir et le tendon lui-même peut être enflammé. Alors, il y a différents. Et lorsque le tissu commence à grandir, ça permet que les fluides s'accumulent dans les articulations. Alors, les patients atteints de cela, ils vont avoir des chevilles enflées, des articulations de doigts enflées. Et ça veut dire qu'il y a de l'inflammation dans ces articulations. Alors, lorsqu'on est en train de regarder cette maladie, alors en premier lieu, j'aimerais dire qu'il y a deux types d'arthrite. Il y a celle qui est inflammatoire. Alors, je l'ai mis en rouge parce que ça, c'est quelque chose qu'on considère c'est comme une sensation de chaleur dans l'articulation. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Quelle est la différence entre le osteoarthrite? Ça, c'est quelque chose qui est non inflammatoire. C'est douloureux, mais la douleur se manifeste lorsque vous êtes en train d'utiliser l'articulation. Cependant, l'autre maladie, c'est associé. C'est vraiment les articulations sont enflées, limitations de mouvement, et normalement, ça s'améliore avec l'activité, mais ça détériore lorsque vous n'êtes pas en mouvement. Alors, qu'est-ce que les gens qui sont atteints de ces maladies, normalement, ils vont se sentir bien lorsqu'ils sont en mouvement, mais lorsqu'ils ne sont pas en mouvement, ils vont sentir les répercussions de la maladie. Alors, par exemple, ici, on a un facteur rhumatoïde. Alors, lorsqu'on parle du zéro négatif, ça, c'est toute l'autre maladie. Il peut avoir aussi la maladie, une infection, c'est comme avoir une infection dans l'articulation. Prochaine diapo. Alors, un des enjeux pour les patients et les médecins de comment on fait cette distinction entre les deux maladies. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement c'est une maladie qui n'est pas aussi douloureuse. Alors, ça se peut que ce serait une bonne chose, il n'y a pas beaucoup de douleur, mais ce n'est pas le cas. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a les dommages, les articulations peuvent être endommagées. Alors, il y a différents patients qui se présentent dans le bureau avec des articulations déformées. Ça pourrait être évité si ça a été dépisté plus tôt. Alors, ça a aussi une incidence sur les différents types d'articulations. Surtout pour les articulations qui se trouvent à la fin de vos doigts et de vos doigts de main, les orteils. Alors, que j'ai mentionné, c'est une des maladies, ce n'est pas inflammatoire. Alors, normalement, lorsque, par exemple, les articulations du dos peuvent être affectées, et aussi dans les articulations du bassin. Et puis, justement, c'est des indices ou des astuces qui peuvent nous aider à distinguer entre les deux. Et les patients qui sont atteints cette maladie peuvent être atteints du dactylitis ou des doigts saucisses. Et comme j'ai déjà mentionné, la anticétis, c'est l'inflammation des tendons. Et aussi que le fait qu'ils aient l'arthrite, puis un historique des psoriasis, ou que ça soit sur la peau ou sur les ongles, ou un historique familial de la maladie, d'un membre de la famille de premier degré au deuxième degré. Alors, normalement, ça sera présent dans les patients. Alors, voici des images qui ont été faites par un médecin de l'Angleterre. Alors, on est capable de voir ici le doigt saucisse. Alors, et on peut voir l'inflammation des doigts, des orteils. Puis, on voit aussi le tendon d'Achilles est affecté par la maladie. Alors, qui est atteint de cette maladie? Bon, normalement, c'est les gens qui ont atteint la psoriasis. Alors, comme j'ai mentionné, la plupart des patients qui sont atteints de cette maladie
auraient subi des symptômes de psoriasis. Et dans notre cas, seulement 12% qui n'avaient pas de manifestation de la maladie. Parce que qu'est-ce qui est intéressant, il y a une étude qui a été menée dans les Pays-Bas qui ont démontré qu'il y avait 2 patients ont été référés à 15 cliniciens et plusieurs des cliniciens n'étaient pas capables de arriver à un diagnostic exact parce qu'ils n'avaient pas posé des questions en matière de psoriasis. Alors, j'ai un patient, par exemple, ou une patiente que j'ai rencontrée, mais elle a été elle a été vue par un résident, mais par la suite, je l'ai vue alors, et je lui ai posé la question, elle se trouve où la psoriasis? Alors, comment est-ce que vous étiez au courant? J'ai jamais dit, je l'ai jamais raconté à personne, mais je pouvais voir que justement, qu'elle avait des doigts, enflés. Alors, ça, c'était une piste. Alors, le fait que des gens sont diagnostiqués avec l'arthrite avant la psoriasis, alors ça, c'est un petit peu suspect parce que si les gens ou un médecin n'a pas porté un examen, il ne serait pas capable d'identifier la maladie. Alors, entre 7 à 42 des personnes atteintes de la psoriasis. Alors, si on utilise une approche systématique, c'est à 30 Les femmes et les hommes peuvent être atteints également par la maladie. Et c'est pour dans l'autre maladie, c'est seulement 3 quarts des femmes. Mais on peut voir aussi que c'est tout l'âge, c'est l'âge maximal étant de 38 ans et les personnes ayant des antécédents familiaux de psoriasis. Alors, ils sont assujettis à un risque plus accru. Alors, les tendances en maladie, on a entendu ça plutôt cette présentation. Alors, on voit par exemple, il y a une prédominance distale, les articulations à l'extrémité des doigts et des orteils. Alors, ça peut être, peut-être ça va être juste votre poignet ou quelques doigts aux orteils, ou c'est quelque chose de polyarticulaire, ou c'est 5 ou plus articulations sont impactées. Et ça, alors, c'est comme justement l'autre maladie, mais c'est pas aussi asymétrique. Et aussi, les patients sont atteints de la spondylitis. Et ça, c'est les articulations du dos. Et qu'est-ce qui est intéressant de cette maladie? Et c'est intéressant, mais c'est une bonne chose qui n'est pas prévalent. Mais c'est une maladie qui est seulement dépistée dans 5 de la population. Alors, voici les différentes maladies. Vous pouvez voir la maladie dans les photos. Alors, vous voyez la flèche ici. Alors, vous voyez les mains au milieu. C'est une réflexion de la polyarthrite. Alors, qu'est-ce qu'on était capable d'identifier pour la maladie? Si vous regardez le doigt, le majeur, c'est vraiment un exemple de la maladie. Alors, vous pouvez voir que ce doigt est plus long, plus court. Alors, si vous regardez ici les mains à droite, vous allez voir justement que l'index est beaucoup plus court et le fait que les os à l'extrémité des doigts ont commencé à fondre. Alors, si on regarde ici à gauche, alors ça, c'est seulement le 3e doigt. Alors, c'est juste que le milieu, le majeur, est un petit peu enflé, un petit peu rouge. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs articulations sont enflammées. Alors, vous pouvez voir que la maladie, dans plusieurs de ces doigts, même si les extrémités se trouvent. Alors, voici d'autres caractéristiques. Alors, vous pouvez voir ici les doigts. Ça, c'est une réflexion de la maladie les patients atteints de la dactylitis. Mais on voit qu'ici que ce doigt-là est plus court une fois d'avoir subi une inflammation accrue. Alors, vous pouvez voir dans l'autre photo que le doigt est enflé
et que l'inflammation va sur l'éducation majeure et il y a un petit peu de rougeur sur l'articulation. Alors, on peut voir que c'est une maladie qui peut être enflammée, très douloureuse. Et la chronique, c'est quelque chose qui n'a pas été traité au bon moment. Et le moment que le patient ou la patiente se rend compte qu'ils sont atteints de la maladie, ça faisait pas mal, mais c'était trop tard. Et il y a toute la psoriasis qu'on vient de mentionner. Vous pourrez voir justement la photo de la cheville montre la rougeur où le tendon Achilles s'insère dans l'os de la cheville et on peut voir justement dans l'imagerie que le rayon X, on peut voir qu'il y a l'os. Alors, vous êtes capable de voir justement un petit peu plus. Là, dans la photo, on peut voir ici qu'il y a un éperon. Alors, c'est une indication de la maladie. Alors, on voit ici les lésions des ongles. Alors, on voit ici. Alors, ça, c'est les doigts. Alors, on peut voir des petits trous dans les ongles. Alors, ça cause des petits trous. Alors, qu'est-ce qui est important? Justement, les lésions des ongles. Est-ce que c'est vraiment une manifestation qui clairement indique les patients qui sont atteints de la maladie. Alors, la dermatologue, comme a mentionné, elle déjà reconnaît le fait que le patient a des lésions. Donc, il faut être en garde au cas où ils sont atteints de la maladie. Alors, c'est les photos que vous voyez sur l'écran, c'est l'artère du doigt. Puis vous voyez la photo de l'homme qui essaie de toucher ses orteils parce qu'il n'est pas capable. Parce que si vous regardez justement l'imagerie au milieu, il y a des os qui sont en train de chaque vertèbre à l'autre. Alors ça, c'est vraiment une manifestation classique de la maladie. Alors lorsqu'on regarde, par exemple, les modèles, on peut voir dans ces photos, leurs maladies peuvent changer. Alors, on peut voir le pourcentage ici sur ce graphique. Alors, et l'arthrite musculaire, c'est seulement 1%. Ça vous donne une idée de la maladie. Prochaine diapo. Alors, quelles sont les causes de cette maladie? Alors, le point à retenir, c'est nous n'en sommes pas sûrs. Il y a plusieurs causes, infections, traumatismes, des blessures. On a démontré dans une étude qu'on a menée au sein de patients atteints de maladies, puis on l'a comparé aux patients qui n'ont pas la maladie, que les patients qui ont la maladie, ils ont déjà subi une maladie qui demandait un traitement en matière d'antibiotiques. Alors, un groupe de l'Angleterre, justement, avait démontré la même chose. Alors, la psoriasis lui-même, alors pourquoi cela a lieu au sein des patients? Et on voit que justement qu'ils sont... Pourquoi pas les autres sont atteints de ces maladies? Alors, il existe probablement une prédisposition héréditaire. Et plutôt, on a entendu juste à part des gènes, il y a tous des facteurs immunologiques. Alors, le fait que ces facteurs immunologiques sont complètement séparés ou s'ils font le pont à des facteurs héréditaires, on ne sait pas encore parce qu'il y a une relation qui existe entre différents types de marqueurs génétiques et différents marqueurs de réponse immunitaire. Alors, ils sont toujours en train de réfléchir, mais je vous invite à voir qu'est-ce qu'on va apprendre prochainement. Parce que dans les prochains 5 ans, on va obtenir plus d'informations sur ces maladies. Alors, voici quelques informations sur la génétique. Alors, on sait qu'il y a des marqueurs qui sont présents dans nos cellules. Alors, c'est des antigènes HLA qui sont plus fréquents chez les patients atteints de psoriasis que la population générale.
Un grand nombre de ces marqueurs sont présents dans la sclérosis, mais certains de ces marqueurs sont différents entre les patients atteints de psoriasis et ceux atteints de la sclérosis uniquement. Alors, voici, ça, c'est une photo de l'ADN. Alors, on isole l'ADN, puis on vérifie ou examine les marqueurs à travers l'analyse de ADN. Alors, on sait que justement que c'est pas la seule cause, parce que pas tout le monde a ces marqueurs et pas tout le monde qui a les marqueurs développe la maladie. Alors, on a besoin de déterminer quelles sont les relations qui existent entre la maladie et d'autres éléments. Alors, voici ça des marqueurs génétiques. Alors, on permet d'identifier les patients qui développent une progression de la maladie. Alors, par exemple, on a un patient qui se présente avec de l'inflammation et par la suite, ils vont passer à avoir un trouble ou une maladie de l'articulation et justement être capable d'utiliser ou se référer à ces marqueurs. Et ces marqueurs sont plus puissants que les caractéristiques cliniques au moment de la présentation. Alors, on reconnaît que c'est les symptômes et on toujours est en train, on n'est pas encore certain des causes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter les patients. Puis on en parlera un petit peu plus tard. Mais on va regarder justement l'impact de la maladie sur les individus, la famille et la société. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui arrive aux patients, aux personnes qui sont atteintes de cette maladie? Certains patients peuvent n'avoir que des symptômes très légers de courte durée. C'est seulement pour une période déterminée. Ils reçoivent un traitement, ils améliorent et ils ont beaucoup de chance. Et il y a d'autres patients qui vont être en rémission. Alors, une fois qu'ils ont reçu un traitement, ils n'ont aucun symptôme ou signe de la maladie. Et on a été capable de définir dans nos séries, on a défini, la rémission. On est capable de voir qu'ils sont capables de maintenir cette rémission. Mais on sait justement que 50% des patients vont développer des érosions et 50% vont développer des érosions des articulations une fois qu'ils présentent les symptômes. Alors, on a été juste capable d'identifier 12% des patients qui n'ont pas, on n'a pas subi une érosion même après 10 ans de suivi. Et au cours de temps, avec le temps, les articulations peuvent être endommagées et perdre leur fonction. Et c'est justement ce qu'on essaie d'éviter. Alors, ce qu'on sait, alors qu'on regarde le degré d'inflammation de l'articulation est capable de prédire le dommage d'une articulation. Alors, par exemple, si cette articulation est enflammée, c'est très probable qu'elle soit endommagée. Alors, l'inflammation va mener à le dommage ou des lésions. Alors, si un patient a déjà des lésions, ils sont plus susceptibles d'avoir plus de lésions ou de dommages. Et plus de dommages se traduit à des fonctions réduites. Alors, il est clair qu'on a besoin de réduire ou d'interrompre l'inflammation. Et comme le docteur Allo a mentionné, une des raisons pour que c'est important de faire un diagnostic précoce, c'est le plus rapide, le plus tôt qu'on est capable de poser un diagnostic, on est plus rapide et plus rapide en offrant un traitement. Alors, le dommage qui peut avoir lieu, c'est alors le cartilage et les os sont détruits. Alors, je vais monter dans l'image des articulations que l'inflammation, ça commence à démanger l'os. Alors, cette articulation se déforme et a une amplitude de mouvement réduite. Et à mesure que les mouvements diminuent, les articulations peuvent commencent à se fusionner et commencent à disparaître. Et il y a certaines articulations sont complètement déformées. Si vous regardez la prochaine diapo, si on regarde ces images, alors on voit ici en haut
À gauche, des articulations qui sont fusionnées. Alors ça, c'est l'individu qui est un ingénieur. Et alors, c'était quelqu'un qui utilisait... c'est une personne qui utilisait une machine à écrire et il ne pouvait plus être un ingénieur parce qu'il ne pouvait pas bouger ses mains et ses doigts. Alors, si vous regardez ici, dans cette image ici, la main à gauche est pire que l'autre main. Alors, c'est quelque chose qui n'est assez symétrique. Alors, on peut voir les outils qu'on voit. Ici, sont toutes... sont très débiles. Alors, on peut voir ici, dans l'autre image, on voit que c'est très aussi débile. Et ces personnes ne sont pas capables de coudre à cause que leur articulation est détruite. Et voici, ça c'est le pire type de dommage qu'on a jamais vu. Ça, monsieur était un ingénieur. Et à cause qu'il était ingénieur, il a demandé au photographe de prendre ses autres photos. Alors, voici l'autre. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir? C'est la photo au milieu. Ça, c'est le doigt, sans le toucher. C'est comme 2 centimètres. Et par la suite, il a demandé au photographe de tirer le doigt et pouvoir... ça pouvait être juste à 5 centimètres. Et ça, c'est une photo typique qui décrit cette maladie dans les années 50 et 60. Et voici, et ça c'est vraiment une situation de la maladie très accrue. Puis ça fait très longtemps qu'on ne voit pas ce genre de cas. Alors, vous pouvez voir ici les mains ici à gauche et vous pouvez voir l'imagerie qu'il n'y a pas d'os, il n'y a pas d'eau. Et si vous voulez voir ici, prochaine diapo, parfait. Alors, les patients souffrent des douleurs. Comme j'ai mentionné, ils ont des déformations. Ils peuvent être limités dans les fonctions. Ils peuvent aussi avoir un sommeil perturbé. Ils peuvent aussi souffrir de la fatigue. Et ça cause le sommeil perturbé, mais ça peut être à cause de la maladie. Alors, c'est très difficile pour les patients de vivre avec cette maladie. Et de plus, en plus de l'inflammation de l'articulation, il y a un risque accru de la maladie cardiovasculaire, diabète, syndrome métabolique, la goutte et l'anxiété et la dépression. Alors, il est important de retenir qu'ils sont toutes liées au degré ou au niveau d'inflammation. Alors, c'est important de réduire l'inflammation au maximum. Alors, prochaine diapo. Alors, quelle est l'incidence sur la famille? Alors, c'est très difficile pour un partenaire ou son enfant de regarder leurs parents ou leur aimés souffrir cette maladie. Des fois, parfois, ils ont besoin d'aide parce qu'ils ne sont pas capables d'être autonomes. Alors ça veut dire ça veut dire que les gens ne peuvent pas travailler, ils doivent dépendre des autres. Alors ils ne peuvent pas contribuer davantage à la société comme ils pourraient le faire s'ils n'étaient pas atteints de cette maladie. Alors justement, ça va avoir une incidence sur la relation et sur la société. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les traitements qui existent? Alors, en premier lieu, j'aimerais juste vous dire quels sont les objectifs du traitement. Alors, de la perspective des patients, on va réduire soulager la douleur et l'inconfort à travers des médicaments contre la douleur, des anti-inflammatoires. On va utiliser l'aspirine, Celebras. Il y a différents anti-inflammatoires sur le marché qui peuvent être employés. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de prévenir le dommage aux articulations. Et pour faire cela, on a besoin d'identifier et traiter les patients à un stade précoce. Et on en parlera un petit peu plus tard. Et par la suite, on veut maintenir la fonction de la mobilité et on est capable de faire ça en contrôlant l'inflammation et en offrant des exercices de physiothérapie. Et on veut aussi améliorer ou au moins pas empirer la maladie
ou comme la docteur Aliawa avait mentionné, on peut utiliser des médicaments qui agissent sur la peau et sur les articulations. Et finalement, on veut prévenir les comorbidités. Alors, pour le faire, il faut éliminer l'inflammation. Alors, voici la pyramide de traitement qu'on emploie. Alors, ça, c'est quelque chose qui est employé pour la maladie, mais spécifiquement pour la maladie de l'exercice. Alors, on va utiliser le repos, entre autres. Mais la prochaine étape, c'est qu'est-ce qu'on appelle? C'est les médicaments modifiants de la maladie. Alors, on peut voir sur le diapo, les différents types de médicaments sont disponibles. Alors, la méthode très exacte fonctionne pour les articulations, mais le Fluomide, ça fonctionne plus pour les articulations et pas tellement pour la peau. Le Imuran, ça fonctionne bien pour les articulations, pas aussi bon pour la peau. Et le sulfazazine, ça fonctionne pour les deux. Et le cyclosporine, ça fonctionne plus pour la peau, mais pas tellement pour les articulations. Mais ces médicaments n'ont pas démontré de modifier le parcours de la maladie. Alors, même si c'est capable de contrôler l'inflammation, ça ne le fait pas assez pour prévenir d'autres maladies. Alors, la grande percée, ça a été il y a quelques années lorsque il y a des agents biologiques qui étaient disponibles. Alors, on peut voir l'inhibiteur T9. Alors, comme le docteur Alewa a mentionné plus tôt, il y a 5 différents types agents. Il y a différents agents biologiques. Il y en a qui fonctionnent pour cette maladie, pour les deux psoriasis. Il y en a d'autres qui n'ont pas été encore approuvés pour l'arthrite psoriatique. Alors, on peut voir ici les différentes maladies, si vous voulez en prendre davantage. Il y a aussi qui fonctionne bien pour les articulations et un petit peu pour la peau, mais ça ne fonctionne pas bien pour les articulations comme les autres trois que je viens juste de mentionner. Et voici, ça c'est toutes quelque choses qui sont intraveineux. Et alors ici, on a des pilules. Alors on appelle ça le Prémalase. Et on a les JAK inhibiteurs. Ça, c'est une enzyme qui est nécessaire pour la réponse inflammatoire. Et les deux sont disponibles sur le marché. Et l'autre, c'est les maladies que vous pouvez voir, ces médicaments que vous voyez sur la diapo, ça fonctionne bien pour les articulations. Ça fonctionne pas très bien pour la peau. Mais ça s'approche. Alors, pour les gens qui n'aiment pas utiliser les injections, c'est des bonnes solutions. Et il y a plusieurs d'autres médicaments qui sont en train d'être recherchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur l'articulation? Si l'articulation est très enflammée, on va mettre une injection de cortisone, mais si les articulations sont détruites, on va utiliser la chirurgie pour corriger cela. Alors, voici, c'est l'approche qu'on emploie pour offrir un traitement à cette maladie. Alors, on a besoin de savoir les types d'effets secondaires. Alors, lorsqu'on regarde les différentes thérapies nouvelles, les effets secondaires sont pas aussi mal. Lorsqu'on regarde les agents ou les réactions d'infusion sont les effets plus légers, puis ils n'ont pas besoin d'arrêter d'autres traitements. On est toujours préoccupé pour le risque accru d'infection parce que c'est des agents biologiques qui sont en train d'inhiber les réponses
normale du corps. Alors, ça se peut y avoir des activations de la tuberculose. Alors, on sait qu'on a besoin d'injecter des patients pour le TB avant de considérer la maladie. Et alors, ça veut dire qu'on va référer les patients à des spécialistes en maladies infectieuses. Alors, ils vont offrir un traitement avant d'utiliser un agent biologique. Alors, il y a différents cas qui ont été décrits que justement, qu'on avait, par exemple, des maladies. C'est des patients, par exemple, des patients qui ont des troubles neurologiques. Mais c'est très rare. Alors, voici les agents qui existent. Alors, il y a ils offrent des injections. Alors, on peut avoir aussi la mycose parce que sont très légères, mais un des symptômes de N17, c'est ça contrôle la l'uverose. Alors, ça, c'est quelque chose c'était pas un effet secondaire non espéré. Alors, et puis, on est capable de l'ajuster. Alors, il y avait aussi une préoccupation en matière de cholestérol. Et lorsqu'on parle de des infections, on sait que les patients peuvent être de galets. Alors, on veut juste s'assurer qu'ils ont reçu un traitement avant de offrir l'autre traitement. Alors, on peut voir ici, il n'y a pas trop de préoccupation en matière des traitements. Et si on regarde les inhibiteurs ici, c'est vraiment la nasopharyngitis. Alors, c'est quelque chose, c'est une situation très commune, mais en général, c'est assez sécuritaire. Qui peut avoir parce que si on compare à d'autres traitements qui peuvent avoir une incidence sur le foie, entre autres. Alors, ces médicaments, en général, sont assez sécuritaires. Alors, comment on va identifier les patients qui sont atteints de ces patients de manière précoce? Alors, on demande aux patients s'ils ont des douleurs d'articulation, puis en train d'éduquer nos médecins de famille de faire du même, mais on peut aussi utiliser les critères Caspar et aussi un questionnaire de dépistage. Et je vais juste parler rapidement des critères Caspar. Vous en avez vu déjà? Alors, c'est une différente manière de présenter les formations, mais il y a 6 différents éléments parce que vous pouvez avoir des 2 points si vous avez la maladie. Alors, ça, c'est des points très sensibles lorsque vous êtes en train d'utiliser les critères de classification. Mais un des problèmes des critères, c'est que quelqu'un doit être au courant qu'un patient-ci a une maladie inflammatoire, par exemple l'arthrite, entre autres. L'arthrite, pardon. Alors, c'est vraiment les rhumatologues qui sont entraînés pour identifier cette maladie. Alors, ça aide pas les gens qui visent s'asseoir avec les patients. Alors, par exemple, aussi avoir un questionnaire ou un sondage de dépistage que le patient remplit. Alors, on a entendu parler de cela plus tôt aujourd'hui. On va pouvoir voir la photo de la maladie. Voici les lésions de l'ongle. Aussi l'arthrite. Ça parle aussi ça pose d'autres questions. Alors, on trouve que ce sondage est très spécifique et sensible. Ça fonctionne bien dans les cliniques génériques ou dans les cliniques de psoriasis. Alors, c'est pas d'identifier les patients qui sont atteints de la maladie, mais aussi s'ils n'ont pas la maladie. Prochaine diapo. Alors, il y a d'autres choses, par exemple, il y a l'étendue de la maladie, aussi les lésions, mais aussi d'une perspective de laboratoire, un des marqueurs génétiques. Et on voit justement qu'il y a un enzyme qui est à la hausse et aussi le CRP qui est à la hausse, que c'est une mesure de l'inflammation qu'on peut voir dans les patients atteints de la maladie. Prochaine diapo.
Et l'autre point qu'on est en train d'examiner, c'est le rôle des ultrasons. Alors, c'est les échographies. Alors, vous voyez ici qu'il y a une étude qui a été menée en Italie, qu'on peut comparer la peau avec des lésions entre les gens qui sont atteints de la maladie et non. Et lorsqu'ils ont fait un suivi pendant 2 ans, ils ont vu que 10% des patients qui sont atteints de la maladie ont progressé à un PSAE. Alors, ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on va être capable d'utiliser, mais c'est pas quelque chose qu'un dermatologue va faire dans son bureau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens atteints de cette maladie? Si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, il y a le réseau de psoriasis, le réseau canadien psoriasis pour pouvoir offrir un soutien et un appui. Il y a aussi la patiente atteinte de psoriasis, l'Alliance canadienne. Il y a la Fondation américaine. Il y a aussi la société ici au Canada. Alors, différents réseaux d'appui qui sont disponibles aux patients qui sont atteints des maladies. Ils ont tous des sites web. Alors, si vous tapez des mots-clés, vous allez être capable de découvrir toutes les ressources qui sont disponibles. Alors, pour un bilan, on a regardé les signes, les symptômes, les causes, l'incidence de la maladie sur l'individu, la famille, la société, les traitements qui sont disponibles et les types de soutien qui existent pour pouvoir soutenir les gens et assurer une meilleure qualité de vie. Alors, prochaine diapo. Alors, j'aimerais remercier à tout le monde pour être présent ce soir et je suis ici pour répondre à vos questions. And we do have quite a few questions that have come in. So I will start with one here. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent d'être posées. Alors, je vais commencer avec la première que je vois ici. Alors, je vais poser la question. Alors, une personne qui atteint atteint de la maladie et de l'arthrite. Alors, la vérité, quelqu'un peut être atteint, être à zéro positif, la rhumatoïde et l'arthrite parce que seulement par chance, 1% de la population générale à la maladie, presque 30% des patients atteints de psoriasis ont l'arthrite. Alors ça veut dire 1 à 3% qui sont atteints de les deux. Alors on va dire 1% de la population va avoir cette maladie. Alors juste par chance, alors 1 de 10 000 personnes pourrait être atteint des deux maladies. Et je dis toujours aux gens que j'ai déjà vu une personne, alors je ne m'attends pas à voir une autre. Est-ce que quelqu'un peut avoir les deux en matière? Je crois que oui. Alors, je vais passer à l'autre question qui est dirigée à vous. Alors, j'ai atteint de la maladie depuis que j'étais jeune. J'ai commencé à avoir des douleurs dans les articulations et il est allé visiter un dermatologue, puis il est allé voir le rhumatologue. Vous avez besoin d'attendre que la douleur soit plus accrue. Est-ce que c'est vrai? Il faut arriver à un diagnostic avant. Il faut avoir un diagnostic précoce. Alors, je ne m'attends pas qu'on veut parler de cela présentement. Mais il y a un petit peu de vérité dans le fait, dans la déclaration. Mais ça dépend de l'objectif. Alors, si l'objectif, c'est d'utiliser un agent biologique, suite il y a certaines restrictions ou limitations qui sont en place, ou à quel moment on peut utiliser le médicament. Alors, par exemple, dans l'Ontario, où je me trouve, si un patient, il n'y a pas 5 articulations enflammées, je ne peux pas leur offrir l'agent biologique. Alors, dans différents cas, qu'est-ce qu'on fait?
s'ils ont une cutanée enflammée, on demande au dermatologue de administrer ou d'offrir un traitement biologique. Mais il y a d'autres médicaments qui sont disponibles pour pouvoir contrôler l'arthrite avant d'employer un agent biologique. Il y a différents médicaments anti-inflammatoires. Il y a des injections directes dans les articulations, c'est seulement un ou deux articulations qui sont problématiques. Il y a différents traitements. Alors, il y a quelque chose que oui, on peut faire, mais je ne crois pas qu'on devrait accepter que un n'est pas assez pire pour être traité parce que la question est qu'on ne veut pas qu'on arrive à ces niveaux de sévérité. Ça, c'est un bon point à retenir. Alors, une autre question qui a été posée. Alors, de pouvoir... alors, on parle justement de vaccin. Alors, c'est juste les modes de différentes maladies. C'est tout préventif. Alors, il y a différents vaccins qui sont disponibles pour... Il y a par exemple quelque chose qui est vivant. Alors, c'est juste de s'assurer que d'utiliser un traitement qui est beaucoup plus efficace. Alors, on veut utiliser cela pour la zona. Alors, un zona. Alors, oui, il y a quelque chose qui est mis à disposition du public par le gouvernement, mais il y a certains régimes qui vont couvrir le vaccin pour les patients qui vont recevoir ce genre de traitement. Alors, il faut toujours persister. Il y a toujours une manière de détourner les faits. Alors, si on a besoin des médecins qui pensent comme vous avez juste besoin d'identifier les lacunes. Alors, vraiment, c'est trouver les manières à détourner les différentes situations. Alors, sur ce point, j'aimerais juste dire que quelqu'un a mentionné, il y a l'association canadienne, la Société canadienne Spoladis. Alors, je vais ajouter ça à la diapo. Oui, aussi, il y a aussi l'Alliance pour les patients atteints d'arthrite. Alors, il y a plusieurs organisations, associations qui offrent plusieurs ressources. Il y a une autre question. Alors, est-ce que vous croyez que le coût dispendieux des agents biologiques de devoir subir d'autres traitements? Non, j'ai pas besoin de penser, c'est vraiment un fait. Alors, c'est un enjeu parce que les gens qui ne sont pas couverts par un régime ou le régime privé ou gouvernemental, ils n'ont pas accès à ces traitements. Et nous, en tant que médecins, c'est une frustration. On sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire, mais on ne peut pas le faire. Alors, des fois, on met des patients sur des essais cliniques qui leur permettent d'avoir accès à des nouveaux médicaments. Et dans la plupart de ces essais, les patients peuvent demeurer sur le traitement pendant longtemps, jusqu'à temps que le gouvernement l'approuve. Et aussi, mais c'est un grand enjeu, c'est une grande barrière. Alors on sait qu'il y a différents médicaments, c'est des bestsellers, sont très semblables à la drogue ou le médicament original. Alors ça, c'est des médicaments qui sont moins dispendieux et le gouvernement est prêt à l'utiliser de manière où le gouvernement est plus prêt à l'utiliser. Mais le seul problème pour les patients individuels, s'ils ne sont pas couverts par régime, ça demeure être dispendieux parce qu'on parle de plusieurs milliers de dollars par an et les gens qui ne sont pas capables d'avoir de l'assurance, ils ne vont pas être capables de payer pour un médicament. Alors, c'est vraiment une grande frustration. Alors, il y a quelque chose à être dit sur les plans universels
d'assurance. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions en français. Alors, je vois que vous avez répondu une des questions parce que vous avez parlé justement de la partie génétique. Alors, j'espère que le gène que j'identifie, c'est le G27. Alors, c'est celui-là qui est capable de se démarquer entre les deux maladies. Mais il y a d'autres gènes qu'on est en train d'étudier. C'est pas encore, c'est pas encore quelque chose qu'on peut disséminer au sein du public. On en parlera plus davantage plus tard. Alors, j'ai pour les questions en français. Est-ce qu'il y a des dermatologues québécois qui sont associés avec notre centre? Alors, ça, c'est une question que je pourrais peut-être répondre. Alors oui. Ça dépend des locations, ça dépend des listes d'attente, ça dépend de la liste ou les centres. Alors, il y a la société dermatologue, il y a un outil que vous pouvez utiliser pour identifier ou localiser un dermatologue si vous avez juste besoin d'inclure votre code postal. Alors, si vous avez des problèmes à trouver un dermatologue, mettez-vous en contact avec nous. C'est pour ça qu'on est là ici. Alors, de cette façon, vous pouvez juste, on est là pour vous aider si vous avez des problèmes à obtenir le soutien ou que vous avez besoin. Alors, voici, c'est des questions en français. Et on a toutes nos questions. Alors, plusieurs des questions. Alors, je vais essayer de les poser tous. Alors, on va essayer de passer à travers tous. À quel moment qu'une personne devrait recevoir une référence à rhumatologue d'un dermatologue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait parler davantage? Si le patient est atteint de douleurs dans leurs articulations, il devrait voir un rhumatologue. Mais il faut se rappeler que tous les patients qui sont peut-être ou quelqu'un qui ont des douleurs d'articulation, surtout dans les personnes plus âgées, on l'a vu aussi dans les plus jeunes aussi. Je pensais que les problèmes d'ostéo, c'était quelque chose pour les plus aînés, mais je le vois que c'est quelque chose on voit aussi dans les jeunes. Mais le fait, c'est au moins il faut juste s'assurer qu'un rhumatologue est capable de faire le bon diagnostic. Alors, un patient qui a des douleurs inflammatoires, alors c'est important qu'il y ait une consultation initiale pour déterminer quel type d'arthrite le patient subit. Parce que des fois, ça peut être une arthrite, ça peut être juste des inflammations qui ne sont pas nécessairement liées à l'arthrite. Oui, c'est important justement d'avoir ce diagnostic. Alors, il y a plus quelques questions concernant les effets de la COVID pour les patients atteints de la maladie. Alors, justement, c'est quoi l'incidence de la COVID sur les patients atteints de la maladie pour ceux qui sont en train de recevoir un traitement d'agents biologiques qui ont des doubles vaccinés? Comment on est supposé d'avoir un troisième vaccin? Est-ce que je suis certaine que vous... Non, je vous la répondre. C'est justement, je siège sur le groupe de travail de la COVID-19. Alors, je suis aussi sur le conseil médical. Alors, la réponse à ces questions. Alors, pour la première question de comment la COVID-19 a une incidence sur la cirrhose arthritique. Alors, on ne croit pas que la COVID a une incidence sur la maladie ou l'empire. Alors, il y a des patients qui sont atteints de la COVID. Ça n'a pas vraiment d'incidence sur la maladie, mais le nombre de patients, alors on n'a pas de données exactement, pas exactement le chiffre exact qui ont été atteints par la COVID-19. Alors, il y a une étude qui est en train de mener à New York, qui sont en train de questionner tous les patients atteints de la maladie. Et justement, je vais avoir une discussion avec un étudiant ou étudiant qui est en train de travailler au sein de ce groupe-là et de voir si on devrait faire le même avec nos patients pour voir qu'est-ce qu'ils ont subi pendant la COVID, alors de voir exactement le nombre de patients qui ont été atteints de la COVID et si leur arthrite ou la cirrhose a été empirée pendant l'infection. Alors, mais l'impression qu'on a présentement, ça va être pour la CDC, c'est
l'organisme de contrôle de maladies aux États-Unis, ils ont dans leur dossier, on n'a pas vu que l'empirement de ces maladies pour les patients atteints de ces maladies. Mais si on parle de ce troisième vaccin, que c'est vraiment alors les gens qui vont recevoir ce troisième vaccin, c'est important que ces patients qui vont recevoir un traitement reçoivent ce patient. Alors, c'est très difficile de déterminer quel médicament devrait être inclus, mais si le gouvernement est en train d'inclure des agents biologiques, moi, j'inviterai les gens à le faire. Moi, je vais le prendre, de le faire dans... Mais je ne fais pas partie de la catégorie de la classification des gens qui peuvent recevoir un troisième vaccin. Mais maintenant que vous l'avez dit, moi aussi, j'aimerais avoir ce vaccin. Mais la recommandation, mais la préoccupation, c'est que même des individus qui sont sains, alors, c'est que la réponse aux les barrières qui sont en place pour nous protéger de la maladie diminue. Alors, on peut voir justement le fait qu'avec la grippe, on prend le vaccin. C'est important qu'on reçoit le vaccin toutes les années. Alors, l'idée, c'était de pouvoir contrôler les flambées et la maladie, mais à cause qu'il y a tellement de personnes dans le monde qui sont pas encore vaccinées, on n'a pas encore atteint les chiffres qui nous permettent de pouvoir vivre seulement ces vaccins, mais c'est pour ça qu'on est en train de parler et d'administrer les troisième vaccins. Alors, les gens qui vont être assujettis à des chirurgies ou qui sont atteints d'une maladie immunitaire, ça se peut qu'ils n'ont pas eu la même réponse au vaccin. Alors, ça veut dire que les effets du vaccin peut être en train de diminuer. Alors, si ça fait déjà 5 ou 6 mois que vous avez reçu le vaccin, vous pouvez faire les vaccins chaque 2 mois. Mais si vous avez déjà 5 ou 6 mois qui a passé, je vous inviterai à chercher votre troisième vaccin. Alors, ceux qui sont en train de prendre des suppressants immunitaires, ils sont admissibles pour recevoir leur troisième vaccin. Alors, je vais juste vous poser une dernière question pour clore la session et juste d'être respectueux et respectueuse du temps. La dernière question que je vais poser, c'est dirigé à vous. Alors, c'est pas pour vous offrir un conseil individuel. Alors, c'est pas pour, si vous avez besoin de recommandations plus spécifiques, on vous invite à parler à votre médecin. Mais il y a la question, autre que les médicaments, est-ce que des vitamines que vous recommandez? Et il y a quelqu'un qui est en train de passer pour l'alimentation. Alors, est-ce que vous parlez davantage sur les vitamines et l'alimentation? Il n'y a rien de spécifique qu'on peut dire pour une vitamine ou une herbe qu'on sait spécifiquement que ça fonctionne pour l'inflammation. Alors, je sais que il y a beaucoup de notions, perceptions qu'il y a quelque chose qui existe, mais il n'y a pas de preuves scientifiques pour soutenir cela. Alors, mes philosophies, c'est simple. Si vous vous sentez bien quand vous le prenez, c'est pas cher, prenez-le, mais en ce qui concerne l'alimentation, ça c'est vraiment il n'y a aucun doute que de faire attention à sa alimentation. On a des preuves scientifiques de plusieurs études qui démontrent que les gens qui ont perdu du poids et ils font attention à leur alimentation, alors les gens qui avaient perdu du poids, leur maladie améliorait et tout améliorait. Alors, il est clair qu'il y a une relation claire que les gens qui avaient un surpoids pourraient tirer profit de perdre un petit peu de poids. Alors, je même pas une question d'alimentation, c'est vraiment de réduire de poids, faire attention à ce mode de vie. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous voulez suivre un plan qui va vous permettre de vivre le restant de vie, mais c'est pas une question de faire un régime pendant quelques mois puis par la suite reprendre vos mauvaises habitudes. Alors merci beaucoup. Alors c'est très large comme sujet. Alors merci beaucoup pour d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Alors on reçoit beaucoup de merci et beaucoup de remerciements pour votre présentation. On est ravis de vous avoir pris le temps de s'asseoir avec vous
avec nous ce soir. Alors, les gens qui ont apprécié grandement votre présentation et d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Et pendant que la recherche commence ou évolue, on espère pouvoir vous réinviter pour partager les évaluations. Je vous souhaite une excellente soirée. Alors, j'aimerais juste clore cette session, les questions qui étaient dirigées à la première intervenante. Je vais être très rapide parce que je sais qu'il est l'heure. Alors oui, les sessions sont enregistrées. Ce sera en français et en anglais sur ce site web pour une période déterminée pendant la prochaine semaine ou deux. Et si vous êtes en train si on vous cherchez des réponses aux questions qui n'ont pas répondu, alors vous pouvez vous mettre en contact avec nous sur notre site web ou par courriel. Alors, vous pouvez vous mettre en contact avec nous de cette manière. Et aussi, en allusion libre, avec une question autour où il y a des groupes de soutien pour les patients atteints de cette maladie. Je sais que ça a une incidence importante sur la qualité de vie. On est capable d'offrir des données, des informations sur différents événements ou programmes qui existent. Ça dépend où vous vous trouvez dans le pays. Ça se peut que vous pouvez offrir différents programmes. Alors, n'hésitez pas à vous envoyer vos questions. Et le prochain webinaire est pour le 26 octobre. Cela sera axé sur des parties du corps difficiles à traiter. Alors, si vous voulez pas apprendre davantage sur la chevelure, le visage, les différentes parties qui sont un petit peu plus difficiles à traiter, on vous invite à regarder pour des annonces sur cette maladie. On vous a envoyé un sondage. On vous invite de nous offrir votre rétroaction. C'est très alors, la rétroaction qui a été fournie auparavant, c'est le fait que, par exemple, maintenant, on utilise Zoom. Alors, sur ce point-là, j'aimerais vous remercier à tous d'avoir pris le temps d'être ici parmi nous ce soir. J'ai hâte à partager cette session par vidéo une fois que l'enregistrement est prêt. Et si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous par courriel. Et sur cette note-là, ça met fin à le webinaire de ce soir. Merci beaucoup.